Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter ta première maison au Canada. Contrairement à ce que vous allez lire sur les réseaux sociaux, ce que vous allez lire sur Google ou simplement sur YouTube, acheter sa première maison ne consiste pas simplement à contacter un courtier immobilier et commencer à faire la recherche de la maison que vous souhaitez ou de l'immeuble que vous souhaitez. Il y a un préalable que vous devez mettre en place. Il y a des fondamentaux que vous devez mettre en place avant de passer à l'étape de l'acquisition proprement dite. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière au Canada. Je parle d'investissement immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Si tu ne l'as pas encore fait, j'ai prévu un lien sous la vidéo pour ceux-là qui veulent investir en immobilier, qui veulent, n'est-ce pas, acheter leur premier bien, que vous venez d'arriver au Canada ou bien que vous soyez résident permanent, citoyen canadien ou bien même résident temporaire. Il y a un lien en dessous de la vidéo où vous pouvez cliquer, n'est-ce pas, pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de votre projet immobilier. Je tiens à préciser que le lien est destiné pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui veulent réellement investir en immobilier. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas sur l'immobilier, vous voulez comprendre avant de prendre rendez-vous, laissez-moi un commentaire ou écrivez-moi, je vais mettre mon courriel en dessus. Écrivez-moi un courriel, je vais vous répondre directement ou alors je ferai une vidéo pour expliquer cela. Donc, le lien en vidéo pour ceux qui veulent réellement commencer à investir en immobilier. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, acheter une maison au Canada ne consiste pas tout simplement à commencer à regarder les maisons sur les sites publics, commencer, n'est-ce pas, à contacter un courtier immobilier pour vous dire je veux telle maison dans tel secteur. C'est l'erreur que la plupart des personnes font, surtout les personnes qui viennent d'arriver, les personnes immigrantes, ne savent pas qu'il y a des préalables qu'il faut respecter. Et la plupart du temps, ces personnes-là, lorsqu'elles s'engagent dans cette voie, elles sont parfois obligées de faire marche arrière pour, n'est-ce pas, établir les fondamentaux que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, ces fondamentaux, il y a 5 critères de base ou 5 fondamentaux que vous devez respecter avant de commencer l'acquisition, avant de commencer à chercher la maison ou l'immeuble de vos rêves. Alors, restez bien, suivez bien le cinquième critère est un critère très important et à la fin de ce critère, j'aurai une annonce à vous faire. Donc, le premier critère que vous devez respecter, surtout lorsque vous venez d'arriver au Canada, le premier critère, c'est votre score de crédit. C'est votre score de crédit. On parle de code de crédit, d'autres parlent de code de crédit, d'autres parlent de score de crédit. Mais c'est le premier critère que vous devez checker, que vous devez vérifier. Est-ce que vous avez une bonne code de crédit? Ok. La cote de crédit, c'est un chiffre qui se situe entre 300 et 900, qui en fait, lorsque vous allez chercher le financement pour acheter votre maison, c'est très important, il faut checker ça avant. Il ne faudrait pas chercher votre maison et lorsque vous partez chercher le financement à la banque, vous vous rendez compte que vous n'avez pas respecté ces critères, vous aurez perdu votre temps pour rien. Votre score de crédit, c'est un élément fondamental sur lequel la banque s'appuie pour vous octroyer le crédit. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Lorsque votre score de crédit tend vers 900, vous êtes quelqu'un de fiable aux yeux de la banque. Et qu'est-ce que ça veut dire un score qui tend vers 900? Ça veut simplement le message que cela envoie au banquier qui va vérifier votre score de crédit. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous payez vos factures à temps. Vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de retard. Vous êtes quelqu'un, vous payez régulièrement et vous n'avez pas de plainte. C'est-à-dire toutes les personnes avec qui vous avez, par exemple, vous savez qu'au Canada, vous avez la facture de téléphone, vous avez votre loyer, vous avez la voiture. Tous ces éléments que vous prenez à crédit, lorsque vous êtes réglo avec toutes ces différentes institutions, cela augmente votre score de crédit et ça envoie un message à votre banquier comme quoi vous êtes un bon payeur. Et à partir de ça, le banquier va mettre une coche. Ce garçon, il est réglo. Ok? Donc, idéalement, il faut avoir 680 minimalement
il faut avoir 680. Si vous êtes entre, lorsque vous avez moins de 680, ça c'est pas bon. Ok, ça c'est pas bon. N'en parlons plus pour ceux qui sont à 580. Il y a un membre de la communauté, un abonné qui m'a contacté. Il avait les dettes et il voulait que je l'aide à mettre en place une stratégie que je partage pour aller chercher les fonds en vue de soit pour investir en immobilier, soit pour rembourser rapidement vos dettes. Ben, il n'a pas eu le financement parce que son score de crédit était à comme 530. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon et il n'a pas obtenu à cause de cet élément. Donc, c'est un élément très important que vous devez checker avant d'aller demander, avant même de commencer à chercher la maison. N'en parlons plus, avant d'aller demander le financement. Lorsque votre banquier va checker votre score de crédit, assurez-vous que vous avez un bon score de crédit. Et voici l'impact que cela a. Lorsque vous avez un score de crédit de 680, si vous avez un score de crédit de 680 par exemple, contrairement à quelqu'un qui a un score de crédit de 700, regardez ce qui se passe. Celui-ci aura un taux d'intérêt plus élevé que celui-ci. Parce que celui-ci, vu qu'il n'est pas très fiable, les banques vont le prendre comme quelqu'un à risque et il aura un taux d'intérêt plus élevé qu'une autre personne qui a un bon score de crédit. Donc, arrangez-vous toujours à avoir un score de crédit de minimalement de 700. Ben, le minimum qu'on recommande, c'est celui-ci. Mais moi, je vous invite à avoir 700 et plus. Deuxième fondamental que vous devez respecter avant de commencer à chercher votre maison, c'est ce qu'on appelle vos avis de cotisation. Avis de cotisation. C'est quoi l'avis de cotisation? Si vous venez d'arriver au Canada ou bien si vous n'avez pas encore fait un an au Canada, l'avis de cotisation, c'est simplement un document que le Revenu Canada ou Revenu Québec vous remet lorsque vous faites votre déclaration d'impôt. Lorsque vous partez déclarer vos revenus que vous avez fait durant l'année, il y a un document qu'on appelle avis de cotisation qui vous est remis. Et sur cet avis de cotisation, il est indiqué le montant exact, c'est-à-dire votre salaire brut annuel. Ok? Il est indiqué votre salaire brut annuel et il est aussi indiqué les impôts que vous avez payés. Ça, c'est très important. Pour ceux-là qui font des activités, ne déclarent pas vous ne déclarez pas vos revenus. C'est bien sur le coup, mais lorsque viendra le moment d'acheter votre maison, le banquier va demander votre avis de cotisation. Peut-être si dans la réalité, vous faites par exemple 100 000 $ par an et que par exemple, vous avez déclaré 60 000, ben, la banque va tenir compte de ce montant et vous octroyera le prêt uniquement sur ce montant. Or, si vous avez déclaré 100 000 $, la banque aurait dû vous prêter un plus grand montant. Donc, voilà le rôle de l'avis de cotisation. Et généralement, on va vous demander l'avis, dépendamment des situations, on pourra vous demander l'avis sur les 2 dernières années. Mais si vous avez un an, on peut vous demander un an. Et parfois même, j'ai vu, ils demandent, même si vous n'avez pas encore fait une déclaration, il y a des banques qui peuvent accepter vous financer. Ok? Donc, maintenant, ça c'est pour les salariés. Maintenant, si aujourd'hui, si toi tu es travailleur autonome, tu as ton activité d'indépendant, tu travailles, tu n'es pas salarié, ben, la banque va demander ton avis de cotisation, par exemple, sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années. Parce que dans les deux cas, pour le salarié, ben, c'est sûr que lorsque tu as un salaire, la banque sait que c'est un salaire régulier. Mais lorsque tu es travailleur autonome, ok, ici c'est pour les travailleurs autonomes. Lorsque tu es travailleur autonome ou indépendant, hein, la banque va demander tes avis de cotisation sur 3 dernières années pour, n'est-ce pas, avoir une traçabilité sur tes revenus, pour s'assurer que tu as des revenus stables. Ok, que tu as des revenus stables. Donc, voilà les 2 premiers éléments que vous devez, n'est-ce pas, mettre avant de commencer à chercher votre maison. Le troisième élément, le troisième point que vous devez respecter, c'est vous devez avoir ce qu'on appelle un talon de paie. Un talon ou chèque de paie. Lorsque vous recevez votre salaire chaque mois, il y a un talon de paie qui vous est remis avec votre salaire. Ça arrive parfois en même temps. Ça arrive en même temps et le talon de paie a pour rôle de s'assurer que le revenu que vous avez déclaré correspond.
Avec ça, ils vont calculer, ils vont faire tracer pour savoir si réellement ton revenu brut par rapport à ton salaire correspond. Bien évidemment, si tu as d'autres sources de revenus, il faut déclarer. Et il faut dire aux banquiers. Donc, il y a le talon de paie aussi que les banquiers vont regarder. Et généralement, ils demandent les deux ou trois derniers talons de paie. Les deux ou trois derniers talons ou chèques de paie. Donc, le conseil que je vais vous donner par rapport à l'avis des cotisations, je vais revenir là-dessus. Si vous êtes salarié, ok, si vous êtes salarié, je vous conseille d'avoir une activité à côté, une activité secondaire et déclarer vos revenus. Et déclarer ces revenus-là. Pourquoi? Parce que ça va venir augmenter votre revenu, ça va augmenter votre capacité d'emprunt. Admettons que vous faites 40 000, disons 50 000 ans, la banque pourrait effectivement vous qualifier pour 200 000 dollars. Ok? 200 000 dollars. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment est-ce que les banques font pour déterminer le montant de prêt qu'on vous octroie. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, si tu as un revenu et tu ne sais pas combien est-ce que la banque peut te prêter, mentionne-moi ça en commentaire, dis-moi en commentaire que tu veux savoir comment ça se passe et je ferai une vidéo là-dessus. Donc, je dirais, si vous avez 50 000 dollars, ben écoute, si par la suite, vous avez votre activité secondaire qui vous génère par exemple 20 000 dollars, ben ça vous fera 70 000 dollars et la banque va vous prêter plus de 200 000 dollars. Et avec plus de 200 000 dollars, vous pourrez acheter un plus grand immeuble, une plus grande maison. Le quatrième élément que la banque va demander lorsque vous allez, n'est-ce pas, acheter votre maison et que vous devez vérifier même avant de commencer, c'est vos relevés de compte. Vos relevés de compte. La banque va demander vos relevés de compte parce que la banque veut savoir si vous gérez bien vos finances. La banque veut savoir si tu gères bien tes finances. La gestion des finances. Ok? Il faut donc avoir une bonne gestion des finances. La banque veut vérifier si, est-ce que lorsque tu reçois ton salaire, est-ce que tu dépenses tout ton argent? Ça, la banque veut savoir. Est-ce que tu dépenses tout ton argent? Est-ce que le montant qui figure sur ton talon de paie, est-ce que dans ton relevé de compte, ben, ce montant-là est indiqué régulièrement? Est-ce qu'il n'y a pas de transactions bizarres dans ton compte? Ce sont les choses comme ça que la banque veut regarder à travers ton compte. Et la banque veut savoir si, est-ce que tu as un peu d'épargne à côté? Ok? Donc, vos relevés de compte, vous devez, n'est-ce pas, bien préparer ça avant de présenter à votre banquier. Le cinquième élément, comme je vous disais tantôt, je vais mettre ça ici, c'est la mise de fonds. Ça, c'est un préalable qu'il faut avoir avant de chercher la maison. Je sais qu'il y a maintenant beaucoup de discours sur Internet comme quoi acheter sans zéro, acheter sans mise de fonds, c'est possible. Il y a des stratégies qui permettent d'acheter une maison sans mise de fonds. Moi, je l'ai appliqué. Et une fois de plus, si vous voulez avoir des stratégies pour trouver des fonds pour investir en immobilier, ben, une fois de plus, prenez rendez-vous avec moi. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Prenez un rendez-vous avec moi. Et je précise encore, le rendez-vous, c'est pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. Donc, si vous avez des questions en dehors de ça, écrivez-moi par courriel et je vais vous répondre. OK? Donc, je prends des stratégies comme ça pour trouver la mise de fonds. Tout ce que vous devez faire, les préalables, tout. Comment est-ce que moi également, j'ai utilisé ces stratégies pour acheter sans comptant. Donc, la banque veut savoir si vous avez, n'est-ce pas, la mise de fonds. Pourquoi la banque demande la mise de fonds selon vous? La banque demande la mise de fonds, premier, regardez bien, parce qu'elle ne veut pas prendre le risque seule. C'est pour ça que la banque veut que vous mettez de votre argent dans l'acquisition de votre bien. La banque veut que vous soyez engagé. La banque veut que vous preniez, n'est-ce pas, votre risque. Et en fait, l'argent de la mise de fonds que vous mettez pour la banque, c'est tout simplement, d'une part, pour couvrir certains frais, si par exemple vous ne parvenez plus à payer, que la banque veut récupérer la maison. Donc la banque va vous demander la mise de fonds et sur votre relevé, la banque va également vérifier si vous avez suffisamment d'argent comme mise de fonds pour acheter la propriété que vous souhaitez. Donc idéalement, la banque va demander à ce que l'argent, la mise de fonds pour acheter votre maison soit disponible sur votre compte bancaire pendant au moins 90 jours, minimalement. C'est une exigence que la banque demande. Voilà donc les critères que vous devez respecter avant même de commencer à chercher la maison ou l'immeuble de vos rêves. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, être à 1 an au Canada, 2 ans, parfois même moins d'1 an. Il est possible d'acheter une propriété au Canada, que vous soyez résident permanent, résident temporaire ou bien même citoyen canadien. Parfois même lorsque vous êtes étudiant et touriste,
c'est possible, mais ça c'est une autre affaire. Il y a ces catégories de personnes qui me contactent souvent pour savoir s'ils veulent acheter la maison. Et la plupart du temps, je me rends compte que ce qui dérange les gens, c'est la mise de fonds. C'est la mise de fonds. C'est la mise de fonds qui pose problème à toutes ces catégories de personnes. Or, il y a des moyens pour aller chercher ces mises de fonds sans toucher vos économies. Bien sûr, si vous avez des économies, vous pouvez l'utiliser pour acheter. C'est ce que les banques veulent. Mais au lieu d'utiliser, utilisez d'autres sources de revenus. Vous gardez vos économies pour des imprévus. Donc maintenant, la question que certaines personnes se posent, c'est combien la mise de fonds qu'il faut prévoir pour acheter ton bien immobilier. Ça, nous allons voir dans une prochaine vidéo. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer cette vidéo. Ciao.